C'est Roland Lehoucq, qui est chercheur au CEA, qui va nous en mettre plein la vue tout de suite. Jingle. Alors, bienvenue pour ce cabaret des sciences. Je vais vous parler, moi, d'illusions. Et en posant la question, nos sens nous trompent-ils? Alors effectivement, c'est une question extrêmement importante. Comme scientifique, on pourrait se dire, j'ai vu une chose, j'ai fait une observation, et donc parce que je l'ai vu, c'est vrai. Et je vais essayer de vous convaincre que parce que je l'ai vu, c'est vrai, c'est une phrase dont il faut se méfier. Et vous avez le premier exemple qui est ici. Vous connaissez tous ces trompe-l'œil que certains dessinent sur les trottoirs. Et là, on voit un personnage qui allait être au bord d'un gouffre immense. Et en fait, c'est un dessin sur le sol qui est fait. Et la photographie est prise du point particulier où on a l'impression que le personnage, l'artiste, est au bord d'un énorme gouffre. Alors, les trompe-l'œil sont déjà des classiques de l'art, de la représentation artistique ou même de l'art de rue, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui font partie de ce qu'on appelle les illusions et qui permettent de se rendre compte que nos sens nous trompent, que nos yeux, mais on va voir aussi que notre cerveau peut être pris en défaut. Alors, première série d'images, alors certains d'entre vous, les collèges, je pense que les plus grands vont connaître pas mal d'images, les plus jeunes peut-être pas, c'est surtout à eux que ça s'adresse. Pour ça, combien vous voyez de cubes sur cette image? 6, j'entends. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'on voit 6 cubes? On est d'accord? Bon. Alors maintenant, regardez, tout ce qui va se passer, c'est que l'image, c'est la même image, vous me croyez, je ne la bricole pas, elle est juste retournée. Vous en voyez combien? 6? Non, 7. C'est la même image. D'accord? Elle a juste été retournée. Et selon la façon dont on lit l'image, avec cette impression de relief qui est faite, mais il n'y a pas de relief, c'est une image plane, mais dont les éléments s'agencent entre eux, vous donnent l'illusion d'avoir 6 cubes ou 7 cubes selon la façon dont vous la regardez. C'est la même image. Alors dire elle a 6 cubes, c'est aussi faux que dire elle a 7. Il faut préciser dans quel contexte. Ça, en science, c'est important. Quand on a vu une chose, dans quel contexte on l'a vue? Vous connaissez ces vieilles images? Qu'est-ce que vous voyez là, comme animal? Mademoiselle? Un canard. Qui voit un canard? Qui voit autre chose qu'un canard? Alors, vous voyez quoi, ceux qui voient autre chose qu'un canard? Un lapin? Voilà, c'est un canard ou un lapin. Et quand on regarde cette image la première fois, on voit tout de suite soit un canard, soit un lapin. Et puis dès qu'on la regarde un peu mieux, on se dit, ah oui, c'est vrai, ceux qui voient un lapin, on a compris où était le petit museau du lapin. Il est à la droite. Et puis le bec du canard, il est vers la gauche. Mais c'est aussi les oreilles du lapin. Des images ambiguës. En voilà une autre que vous connaissez sûrement dans les images dites d'Épinal. Il faut trouver qui est le gosse, où est le gosse qui appelle le gendarme Ramolo. Ce sont des images ambiguës où sont dessinés dans le paysage un personnage qu'on ne voit pas spontanément. Vous avez vu où est le gosse qui appelle le gendarme Ramolo? Vous voyez où il est? Il y a des images d'Épinal comme ça, des dizaines. Eh bien, regardez la barbichette du gendarme. C'est aussi la touffe de cheveux, pour ceux qui en ont, la touffe de cheveux du jeune homme, dont les regards, alors évidemment avec le pointeur laser, ça ne va pas le faire parce que ce n'est pas un écran, mais on voit, regardez, je vais me mettre là, comme ça vous allez le voir, il est là, regardez, il y a son nez, son œil et sa touffe de cheveux, et son visage, il est là. D'accord? Vous le voyez? Et alors ça, ce genre d'image, on peut chercher, c'est une petite énigme, chercher où est le gosse qui appelle le gendarme Ramolo. Et deuxième image très célèbre, vous voyez quoi? Vous pouvez voir soit une jeune fille, soit une... alors en tout, il y a marqué mother-in-law, une belle-mère. Donc bon, c'est pas très agréable pour les belles-mères, mais... Alors on voit soit une dame plutôt âgée, dont on voit ici le gros nez, l'œil, la bouche et un menton. Mais on peut voir aussi une jeune fille avec son petit bout du nez, sa jolie mâchoire et son œil avec son sourcil, mais qui tourne le visage de l'autre côté. D'accord? Voilà encore une image ambiguë. Et quand on regarde l'image en première intention, on voit quelque chose, et on ne voit pas les deux à la fois. On voit soit l'un, soit l'autre, et c'est à peu près écu-réparti, soit l'un, soit l'autre. Il y a aussi toute une catégorie d'images, là, qui ne sont pas ambiguës, mais qui sont ce qu'on appelle des illusions d'optique, je les appelle plutôt illusions géométriques, où ce qu'on perçoit, pour le coup, il n'est pas ambigu, il y a une solution, mais il y en a une autre, c'est contraire à la réalité. On perçoit une chose, et la mesure montre que c'est autre chose la réalité. Illusion très connue, illusion de Müller. Quel est le trait le plus long? Ne me dites pas ce que vous pensez être la bonne réponse, dites ce que vous voyez. Celui du milieu. On est parfaitement d'accord, le trait le plus long est celui du milieu. Et regardez,
J'ai remis la même image en mettant en rouge les traits et en les alignant. Ils ont tous les trois la même longueur. Strictement la même longueur au pixel près. Autre exemple très connu, quel est le disque orange qui est le plus gros? C'est celui de droite. Celui qui est à droite, entouré par les petits. Et si j'enlève maintenant tous les disques grisés qui sont autour, là, vous les voyez mieux? Ils ont la même taille. Donc, si vous dites « Ah, mais j'ai vu celui de droite plus gros, parce que... » Et donc, c'est la vérité. Imaginez, si c'était ça qui doit décider de la culpabilité de quelqu'un dans un procès. Vous diriez de bonne foi « Oui, le disque droite est plus gros et donc il est coupable. » Bon, il y a un raisonnement que je saute. Il n'y a pas tellement de lien, mais bon. Mais vous avez fait de bonne foi un témoignage qui est faux. D'accord? Qui est faux et qui induit en erreur, qui est contraire à la réalité. Alors, une illusion bien connue, c'est l'illusion de Ponzo. Quel est le trait rouge le plus grand? C'est celui à droite, qui a l'air au fond. Je dis qu'il a l'air au fond parce que cette image est encore une image plane, et on voit les lignes de fuite prises dans le métro londonien donnent une impression de profondeur. Et le trait rouge à l'arrière, à droite, il est plus haut, on a l'impression qu'il est plus haut que le trait rouge à gauche, devant. Et si j'enlève maintenant l'image du métro, ils ont la même longueur. Alors cette illusion de Ponzo, elle est très célèbre, on en est très souvent victime quand on regarde la Lune se lever. On dit « Ah, elle est énorme !» Mais quand la Lune se lève et puis qu'elle monte dans le ciel, à l'horizon, si elle fait un cercle autour de vous, la Lune tourne autour de la Terre, à l'horizon, la distance qui vous en sépare, elle est plus grande que quand elle serait très haut dans le ciel, elle est plus grande d'environ le rayon de la Terre. Elle devrait être un tout petit peu plus petite. Elle l'est en pratique, imperceptible à nos yeux. Pourtant, on la voit plus grande. À cause de l'illusion de Ponzo, votre cerveau attribue automatiquement une taille plus grande aux objets qu'il pense plus lointains. Il n'y a pas forcément d'argument pour dire qu'ils sont lointains. Et quand on regarde, dans le cas du métro londonien, à cause des lignes de fuite, on pensait que la ligne de droite était plus lointaine que celle de gauche, et donc le cerveau lui donne automatiquement une taille plus grande. Dans le cas de la Lune, vous pourrez regarder une fois en pleine nuit, vous regardez l'horizon, vous regardez les zéniths, et vous vous demandez qui est plus proche. Ben, ce n'est pas facile à dire, hein. Un point du ciel près de l'horizon et un point du ciel au zénith, vous n'avez aucun argument pour dire qui est plus proche, surtout si vous regardez l'infini du cosmos dans les deux directions. N'empêche que vous aurez du mal à vous convaincre que l'horizon n'est pas plus proche. L'horizon, il est plus loin pour vous qu'un point qui est situé exactement au-dessus de votre tête. Et comme vous pensez que l'horizon est plus loin et que vous voyez la Lune à l'horizon, vous lui donnez une taille plus grande. Et donc vous avez l'impression que la Lune est énorme quand elle se lève et qu'elle diminue en se levant. Si vous faites des photos et que vous mesurez la taille de la Lune sur l'horizon et dans le ciel, la même taille, à un tout petit détail près. Alors regardez ça c'est spectaculaire. La spirale de Fraser. Là, c'est manifestement des spirales qui sont dessinées. Sauf que, regardez bien, je vais prendre mon doigt et je vais suivre un trait. Regardez bien, j'ai pris mon doigt, je suis un trait. Est-ce que je vais en spirale? Pas du tout. Il n'y a aucune spirale dessinée. J'ai mis les traits rouges pour montrer les cercles qui sont dessinés. Sur cette image, il n'y a que des cercles. Des illusions de contexte aussi spectaculaires, ça c'est des illusions d'optique, de compréhension, notre cerveau comprend mal le monde. Des illusions de contexte, ça veut dire ce qu'il y a autour influence ce que vous voyez. Premier exemple, si vous regardez cette image, vous devez voir des points clignotants aux intersections, pas blancs, parce que votre regard balaye en permanence l'écran, et vous voyez, la rémanence fait que vous voyez des petits ronds grisés aux intersections qui sont normalement complètement blanches. Si vous en fixez une, elle est blanche, parfaitement blanche. Autre exemple, très connu, l'échiquier d'Adelson. La case A et la case B sont de même couleur. Je répète, elles sont de même couleur. La preuve, je masque l'ombre, elles sont de même couleur. D'accord? De même couleur. Les peintres ont utilisé ça. Les clairs-obscurs, c'est l'usage du contexte pour faire percevoir de la lumière comme si elle venait du tableau. C'est des choses connues depuis longtemps. Le motif de Canizza. Vous connaissez ça aussi, on voit le triangle comme s'il était posé en blanc dessus. Des illusions de mouvement, je vous montre celle-là quand même. Ça bouge, il n'y a rien qui bouge, ce n'est pas un film, c'est une image fixe. Ce qui fait que ça bouge, c'est vos yeux,
qui se déplacent et qui font bouger. Si vous regardez fixement un rond noir, là, ça ne bouge plus. Et dès que vous commencez à balayer votre regard, ça bouge. Une autre encore, pour finir, regardez ça. Ça bouge. Et non, en fait, ça ne bouge pas. C'est une image fixe, ce n'est pas un film. Voilà, c'est pour vous dire, voilà, ça fait tourner le cerveau. Exactement. Alors, c'est pas besoin de lunettes, c'est votre cerveau. Avec les lunettes, on se fait avoir. Sans lunettes, on se fait avoir. C'est le cerveau, la façon dont il lit le monde en fonction de ce qu'il sait déjà du monde et de la façon dont il fonctionne. Donc en fait, on est complètement biaisé, ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pas si simple. Autrement dit, dire je l'ai vu donc c'est vrai. D'accord. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vu Fred là-bas qui vous attend. Fred, donc il est vrai. Donc ça, c'est pour de vrai. Ça, c'est pour de vrai. Bravo. La petite télécommande. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Roland. Roland Lehoucq. Installez-vous ici. Voilà, c'était passionnant. Alors, on va avoir le temps de discuter ensemble parce que vous êtes avec nous pour presque 2 heures quasiment. Donc, je vous présente, mais on vous l'a déjà présenté, Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et puis, à côté de vous, vous avez Olivier Jamet, qui est directeur du LAREG. C'est le laboratoire de recherche en géodésie à l'IGN. Et ça va être passionnant parce qu'on va parler de plein de sujets, d'ailleurs, dont on parle beaucoup en ce moment, la forme de la Terre, le mouvement de la Terre, etc. Alors, Roland, quand même, je me pose une question. Vous êtes astrophysicien. Mais là, vous venez de jouer avec les illusions et de jouer avec... Vous êtes un illusionniste en même temps, vous avez joué avec notre cerveau. Disons que je suis d'abord, avant d'être astrophysicien, je suis d'abord scientifique. Et quand on observe le monde, l'astrophysique, c'est une science qui n'est pas une science expérimentale, comme peut l'être la physique de laboratoire, comme peut l'être la biologie ou la chimie. C'est une science d'observation. Et quand on observe quelque chose, on l'observe d'un point de vue qui est donné. Moi, je te vois comme ça de face, donc j'en déduis que tu as des lunettes et tout ça, mais si je te vois de dos, je ne vois pas la même chose et tu es la même personne. Il y a 2 côtés de la même personne. Ça tombe sous le sens, mais en astrophysique, on observe d'un seul endroit. La Terre. Alors bien sûr, la Terre tourne un peu autour du Soleil, ça bouge tout ça, mais aux échelles de l'univers, ce sont des distances parcourues minables. Et on observe de maintenant. Alors bien sûr, maintenant et dans 10 ans, il y a 50 ans. Mais ces centaines d'années, même ces centaines d'années à l'échelle des milliards d'années de l'univers, c'est maintenant. Et on observe d'un point de vue particulier. Et donc, c'est question de... C'est une question de point de vue. On n'a qu'un seul point de vue sur l'univers. Et comment en déduire des choses sur l'univers d'un unique point de vue, c'est une question qui, évidemment, préoccupe beaucoup les astrophysiciens et qui, du coup, les ont fait s'intéresser. Enfin, tout le monde s'intéresse aux illusions parce que c'est aussi très plaisant, c'est très ludique. C'est très amusant. Cette question-là est permanente en astrophysique. Qu'est-ce que je vois et comment je le vois? Et c'est vrai d'ailleurs dans toutes les disciplines, incidemment, c'est pas propre à l'astrophysique. Mais il y a un petit message quand même derrière tout ça, je ne sais pas si c'était votre volonté, mais c'est de nous dire, attention, notre cerveau peut nous tromper. Exactement. Notre cerveau peut nous tromper, c'est pas qu'il veut nous tromper ou qu'on se trompe, c'est que quand on voit quelque chose, on le voit avec sincérité, je vois que cette image bouge, donc elle bouge. Mais non, c'est une image fixe, simplement la façon dont notre cerveau fonctionne peut nous faire croire à un mouvement qui n'existe pas. Et donc, il est important de comprendre comment fonctionne notre cerveau, parce que si on ne sait pas comment fonctionne notre cerveau, on ne peut pas démêler dans une observation. Alors, ça va être encore pire avec des instruments, où là, ce n'est pas le cerveau, mais il y a quelque chose entre mon œil et le... Quand je regarde un électron, qui a vu un électron? Personne. C'est ce qui passe dans le courant électrique des câbles. Qui l'a vu? Les personnes. Ça marche, on ne les a pas vus, mais il faut être capable de se les représenter à partir d'un point de vue particulier. Est-ce qu'on peut résister aux illusions? Oui, il faut les étudier. Il faut être conscient des limitations cognitives de notre cerveau et en tenir compte quand on analyse les faits scientifiques, les faits en général, la vie en général. C'est toujours dire prudence. Prudence, c'est pas parce que je l'ai vu que c'est vrai. D'ailleurs, l'exemple du tribunal est très intéressant parce que ça peut avoir des conséquences sociales absolument. Mais il y a un autre exemple qu'on peut faire, si on a 2 minutes, il y a une petite manip qu'on peut faire pour réaliser que notre œil, en fait, on a l'impression que ce qu'on voit avec nos yeux, c'est continu. On voit partout, il se passe des choses. Mais en fait, l'endroit où au fond de notre œil s'accroche le nerf optique, c'est une zone où il n'y a pas de cellules sensibles. Absolument. Et donc cette zone où il n'y a pas de cellules sensibles, c'est une zone aveugle de l'œil. Et elle se situe quelque part par là. Ça veut dire que si vous regardez droit devant vous, vous fixez un point loin devant vous avec un seul œil. Faites ça, les enfants, tout le monde. Vous fixez, vous fermez l'œil gauche, vous le masquez bien. Et vous regardez droit devant vous avec l'œil droit. Vous fixez bien un point loin avec l'œil droit. L'œil ne doit pas bouger. Bon, et avec la main droite, parce que c'est l'œil droit que vous avez ouvert, vous allez déplacer votre pouce doucement dans votre champ de vision. Et il y a un endroit où votre pouce, vous n'allez plus, pas trop vite,
Si vous allez trop vite, vous allez passer dans la petite zone. Il faut le déplacer lentement. Vous ne fixez pas le pouce avec l'œil. Vous regardez en latéral. D'accord? Et vous le déplacez. Et il y a un endroit où vous ne voyez plus votre pouce. Et si vous le bougez un tout petit peu, ah, le revoilà. Mais moi, j'ai toujours regardé droit devant. Il y a une tache aveugle dans l'œil. Et on pense qu'il y a une zone, tout a l'air continu. Il n'y a pas un gros trou quand on regarde. Non. Mais il y a cette tache aveugle. L'air de rien. Si on n'est pas au courant de ça, on se demande, mais en voiture, mais j'ai écrasé machin, je ne l'ai pas vu. Eh bien, oui, d'ailleurs, il faut être toujours attentif en voiture, mais peut-être que si on n'est pas conscient de ses limites, c'est pour ça qu'il faut bouger la tête tout le temps en voiture, en vélo, en moto, en avion, en tout le temps, pour que la tache aveugle soit jamais au même endroit et qu'on voit apparaître des choses qui n'apparaissent pas. C'est l'équivalent dans le rétroviseur de l'angle mort. Voilà. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont là. Pour cette prise de conscience absolument indispensable. On va continuer à discuter. Vous restez avec nous.